Bonjour Marie Lebec, Bonjour. bienvenue. Vous êtes ministre en charge des relations avec le Parlement. Un mot déjà sur ce que l'on vient de voir à la Courneuve, situation extrêmement tendue dans le sillage de ce refus d'obtempérer. Est-ce que vous êtes inquiète que les choses dégénèrent ? J'ai toute confiance dans le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, pour effectivement trouver les bons leviers pour apaiser, calmer la situation, sécuriser les forces de l'ordre qui sont sur place. Donc, en tout cas, il y aura toutes les actions seront prises pour que la tension retombe. Alors, il y a un autre sujet qui doit remonter, j'imagine que vous devez entendre auprès des parlementaires, c'est la tension dans les établissements scolaires. Alors, c'est le cas notamment en Seine-Saint-Denis. Il y a une principale, pardonnez-moi, qui a été agressée au couteau. Alors là, ça se passe à Dijon, tout à côté de Dijon. Elle a déclenché l'alerte anti-intrusion, ce qui a permis l'appréhension du jeune de 15 ans qui a dormi hier soir en prison. La situation se dégénère dans les établissements scolaires. On voit bien que dans certains établissements scolaires, effectivement, il y a des situations de tension. Peut-être saluer effectivement la réaction et le sang-froid de la principale de l'établissement et de nos forces de l'ordre qui sont intervenues très rapidement et qui ont pu tout de suite éviter un drame avec cet adolescent. Ce qui a été fait, et notamment depuis 5 mois, depuis les événements dramatiques qui ont eu lieu à Arras, c'est la sécurisation d'établissements scolaires. C'est une sécurisation qui va continuer, et également pour les lycées ou les collèges qui sont dans les points les plus chauds, une action transversale qui est menée avec la ministre de l'Éducation nationale, qui d'ailleurs se rendra tout à l'heure, je crois, dans l'établissement, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, pour apporter l'ensemble des éléments de réponse. Je crois, comme l'a dit les chiffres, ils augmentent, Madame la ministre. Les chiffres des agressions, les chiffres signalés des débordements, ils ne cessent d'augmenter. Mais c'est pour ça que le Premier ministre, quand il était à l'éducation, quand il est aujourd'hui Premier ministre, il a rappelé qu'il faut à tout prix lutter contre la peur que peuvent avoir les enseignants d'aller enseigner, d'aller transmettre les savoirs aux enfants, aux collégiens, aux lycéens. Et c'est pour ça que nous prenons des actions fermes pour lutter contre ces agressions. Ça passe d'abord par la sécurisation physique des établissements. Ça passe par un accompagnement renforcé des enseignants quand ils pensent qu'une thématique peut faire l'objet de polémiques ou de tensions. Et ce qu'a dit le Premier ministre, et je crois que l'ensemble du gouvernement est sur cette ligne également, c'est que nous nous tenons aux côtés des enseignants, justement pour lutter contre cette violence qui vient à l'école. Les cellules d'accompagnement auxquelles vous faites allusion, j'imagine, et qui ont été annoncées par le Premier ministre, elles seront actives prochainement pour accompagner les enseignants en difficulté ? Ce que nous, en matière d'éducation nationale, nous souhaitons aller vite parce que c'est une préoccupation majeure de nos concitoyens, et donc nous cherchons à agir dans les plus brefs délais. C'est pour ça que nous avons pu, dès les événements d'Arras, nous avons mis en place ces mesures de sécurisation des établissements. Dès la rentrée, par exemple, le Premier ministre a rappelé, nous aurons cette question des classes de niveau, du choc des savoirs, la question de la formation des enseignants. Donc on voit bien qu'on peut aller très vite en matière d'éducation. C'est un des domaines dans lequel le gouvernement peut agir beaucoup par voie réglementaire, et donc nous pouvons avancer dans les délais les plus courts. Qui a dit il faut mettre fin à la gratuité de tout pour tous ? Bruno Le Maire. Est-ce que cette phrase, vous pensez qu'elle est dans le contexte d'inflation, les Français qui ont du mal à remplir leur caddie, qui pour beaucoup sont en difficulté, est-ce que cette phrase, elle fait sens ? Non, mais je crois que la phrase de Bruno Le Maire, il faut la remettre dans le contexte global, à la fois de son interview, du livre qu'il a écrit et qui, je crois, sera présenté dans les quelques semaines qui viennent, dans les quelques jours qui viennent même. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que le combat que mène Bruno Le Maire aux côtés du président de la République depuis 7 ans, c'est notamment le rétablissement de nos comptes publics, d'avoir un État qui est à la fois protecteur, qui protège nos compatriotes quand c'est nécessaire. On l'a vu dans le cadre des mesures pour le Covid, mais en même temps d'avoir un État qui optimise la façon dont est dépensé l'argent de nos compatriotes. Et donc effectivement, ce qui est donné dans l'interview dans le JDD de ce week-end, c'est de dire au fond, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir protéger de la manière la plus efficace possible nos compatriotes, là où c'est nécessaire, et au fond que l'action de l'État soit la plus pertinente possible. 10 milliards cette année, 20 milliards l'année suivante, sauf que la Cour des comptes dit par exemple, c'est pas suffisant.
Il va falloir beaucoup plus, c'est pas du tout la bonne trajectoire. Et par ailleurs, il y a un autre reproche qui est fait à votre gouvernement, c'est celui de s'être trompé, d'avoir été trop optimiste sur la croissance et de ne pas avoir été suffisamment objectif sur les économies qu'il fallait faire. Non, mais je crois qu'en matière d'économie, le gouvernement, le ministre de l'économie en particulier, ont plus que largement démontré que nous étions capables d'apporter des résultats clairs. Depuis 2017, nous avons engagé une politique extrêmement claire en matière économique, à la fois pour réencourager le travail, pour soutenir l'investissement, pour que des entreprises fassent le choix de s'installer sur notre sol. Nous avons su, quand c'était nécessaire, protéger nos compatriotes. C'était le cas du Covid. Actionner les leviers de la relance lorsque le Covid s'est terminé. Protéger nos compatriotes lorsque nous avons connu des pics d'inflation. Et aujourd'hui, effectivement, le contexte international a changé. La situation économique également a changé. Et nous travaillons à des économies qui sont des économies importantes, mais qui aussi, je crois, démontrent la réalité du sérieux de la politique économique que nous menons. Tout le monde est OK dans la majorité au Parlement sur ces économies-là, parce qu'il y aura un texte rectificatif de budget sans doute cet été, ça a été annoncé, il n'y aura pas de vote, ou en tout cas s'il y a un vote, il sera dangereux. Non, mais il y a 10 milliards d'euros d'économies qui sont effectivement à la main du gouvernement, par lequel nous n'avons pas besoin de passer de vote. À date, il n'y a pas de projet de loi de finances rectificative qui est prévu, mais ce n'est ni prévu ni exclu. On verra en fonction des évolutions de la situation économique de notre pays. Mais quand vous me posez la question de est-ce que tout le monde est aligné en matière de gestion budgétaire, bien sûr que la majorité est alignée et la question ne se pose pas, puisque nous voulons faire preuve de sérieux, de crédibilité pour rassurer nos compatriotes. Cette question de l'endettement public, il est absolument fondamental. Le ministre de l'économie et des finances l'a rappelé, le Premier ministre l'a rappelé également. Si nous voulons des marges de manœuvre, si nous voulons pouvoir agir pendant la crise, nous devons être en capacité de faire ces économies. C'est jamais une politique facile, c'est jamais une politique agréable, mais c'est une politique de sérieux. Et je crois que depuis 7 ans, nous avons su démontrer qu'en matière économique, nous étions sérieux. Est-ce que vous allez augmenter les impôts ? Non, mais la question, elle se pose même pas en ces termes-là. Si. Non, en tout cas, ce sont les termes que je choisis pour vous la poser. Est-ce que le gouvernement augmentera les impôts avant la fin du quinquennat, à votre avis ? Depuis 7 ans, pas une seule fois nous avons augmenté les impôts. Quand c'était plus difficile, quand ça aurait été la solution et la tentation, nous avons toujours eu une trajectoire qui était extrêmement claire, de baisser à la fois les impôts pour les entreprises et pour les Français. Et je crois que nous devons garder cette trajectoire. C'est notre crédibilité aussi pour les Français, pour les investisseurs internationaux, pour les entreprises qui ont fait le choix de s'installer dans notre territoire. Donc, pour l'instant, la question, elle ne se pose pas et il n'y a pas de Donc, si les impôts augmentaient, pour reprendre vos termes, ce serait un manque de crédit de votre part. Mais non, mais encore une fois, vous laissez planer le doute que nous pourrions le faire, alors que non, je vous pose la question de savoir si vous allez le faire. Nous ne l'avons jamais fait et nous avons toujours su trouver les leviers pour pouvoir agir. Et nous allons effectivement, et je crois que c'est le sens de l'interview de Bruno Le Maire, faire des dépenses en responsabilité, c'est-à-dire protéger ceux qui a besoin d'être protégés, mais pouvoir aussi réduire la dépense sur ce qui peut être fait. Madame la ministre, encore un mot sur un sujet qui sera important au Parlement, c'est le texte sur la fin de vie, l'aide à mourir. Est-ce que là aussi, il y aura une unanimité dans la majorité ? Je recevais M. Marleix, qui est le patron des députés et les Républicains, il disait chez nous, tout le monde votera en son âme et conscience. Il n'y aura pas de directive qui sera donnée, c'est un sujet qui est beaucoup trop sensible et personnel. Oui, sur les sujets de bioéthique, il y a toujours une liberté de vote et je crois qu'elle est très importante. Aujourd'hui, les parlementaires s'apprêtent à débattre de ce texte. Je voudrais dire qu'il y a eu un vrai travail au Parlement aussi de préparation de ce texte. Il y a notamment un groupe d'études à l'Assemblée nationale, par exemple, qui est animé par Olivier Falorni et qui regroupe 120 membres de toutes tendances politiques confondues. On voit bien que c'est un sujet dont les parlementaires ont envie de s'emparer. De là à dire que le vote sera unanime, encore une fois, je crois qu'il faut respecter la liberté de conscience de chacun. Il y a aujourd'hui des questionnements, des interrogations sur les bons équilibres des dispositifs et c'est pour ça que dans l'élaboration du calendrier parlementaire, en accord avec le président de la République et le Premier ministre, nous avons souhaité laisser le temps au débat et ne pas aller dans une logique, par exemple, de procédure accélérée qui aurait pu être un levier, justement pour que les parlementaires puissent interroger dans leur circonscription sur ce qu'ils souhaitent faire de ce texte qui est présenté et qui est un texte qui est fondamental puisque c'est à la fois un engagement du président de la République, c'est un travail de concertation de près de 1 an et demi qui a été fait. Comment est-ce que le gouvernement qualifie la victoire de Vladimir Poutine hier ? Il n'y a toujours pas eu de communication officielle à l'Élysée. On peut commenter des résultats qui étaient au fond des résultats évidents et très attendus dans un
un pays où il y a un peu une parodie de démocratie, où on a fait la chasse à toute forme d'opposition, où les électeurs russes ont parfois été menacés ou sous pression, ou mis sous pression en allant voter. Donc on prend acte du résultat, mais en même temps, peut-on considérer encore une fois que c'est fait dans les meilleures conditions possibles pour une élection juste et sincère. Comment vous qualifieriez les échanges qui ont eu lieu au Parlement sur cet accord bilatéral France-Ukraine ? Je crois que c'était des échanges importants, attendus de la part des parlementaires, parce que, au fond, le soutien de la France à l'Ukraine est un soutien qui est très regardé par nos partenaires européens, bien sûr, et aussi les partenaires internationaux de l'Ukraine. Des échanges de bonne qualité et qui ont surtout souligné le très large soutien que les partis politiques souhaitaient apporter à la stratégie du gouvernement d'appuyer l'Ukraine dans la durée, parfois différemment, mais en tout cas en réaffirmant que nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à la fin de ce conflit. Un dernier mot, s'il vous plaît. Alors, sur un sujet qui aurait pu sembler plus anecdotique, mais qui est devenu un sujet de société avec une immense polémique, c'est le choix d'Aya Nakamura, potentiel, pour chanter à la cérémonie des Jeux Olympiques, du Piaf. Elle a été attaquée de toutes parts. On a vu votre collègue, Madame Oudéa-Castéra, qui est en charge des Jeux Olympiques et Paralympiques, chanter de Aya Nakamura pour la soutenir. Est-ce que vous allez chanter pour nous ce matin, Madame Lebec ? Non, je vais pas. Je chante très faux, donc je vais pas chanter. Mais non, mais je trouve que encore une fois, c'est l'intérêt de cette cérémonie, c'est de montrer au monde la diversité et la pluralité de la France, de ses représentations artistiques, et au fond, le fait d'avoir une artiste contemporaine qui chante et qui met à l'honneur une icône française, c'est au fond la continuité, la transmission malgré des styles différents, un certain attachement à notre pays. Vous êtes Dja, vous, ça vous plaît ? Moi, j'avoue, j'écoute pas tellement Aya Nakamura, mais je trouve que c'est très bien. Encore une fois, ça parle à tout le monde, ça parle à tout un tas de publics, et au fond, ce qu'on veut avant ces JO, c'est créer, et pendant ces JO, c'est de créer une forme de grande concorde nationale. Et Aya Nakamura, c'est une star reconnue de la chanson française, et donc c'est très bien qu'elle fasse partie de cette cérémonie. Merci beaucoup, Madame Lebec, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.